Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB et à Débat de presse, l'émission de décryptage de l'actualité sur la RTB. Ce matin, 4 sujets en débat. D'abord, le président du Faso qui cède 6 mois de son salaire pour la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Deuxième sujet convoqué en débat ce matin, la rencontre pouvoir-opposition au Burkina Faso sur diverses questions nationales, notamment les élections, la lutte contre le Covid-19 et bien d'autres. Troisième sujet de débat, le tribunal administratif qui ordonne l'arrêt des coupures de salaire de magistrats pour fait de grève. Et quatrième sujet, la République démocratique du Congo avec l'affaire Vital Kamerhe. Que cache son arrestation et que devient son alliance avec Félix Tshisekedi? On en parle avec Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à ce débat de presse, Joachim Vokouma de Kasseto.net. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ce débat. Et troisième invité, Boukari Ouba de Mutation. Bonjour Boukari. Bonjour Kimno. Merci d'être là pour le débat. Joachim, très rapidement donc, le président du Faso qui cède 6 mois de son salaire pour la lutte contre le Covid-19, le Premier ministre et les membres du gouvernement également, oui, qui emboîtent le pas, notamment 1 mois pour certains, 4 mois pour d'autres. Est-ce que pour vous, ce sont des mesures, somme toute, quelque part, de sacrifice? Bon, c'est une contribution symbolique, c'est le symbole. Le président qui cède 6 mois de son salaire, le Premier ministre 4 mois, les ministres d'État 2 mois et les autres ministres 1 mois. Je crois que selon les calculs, ça fait au total quelque chose comme 59 millions, ce qui n'est pas mal dans le contexte actuel où on a besoin de mobiliser le maximum de ressources. Donc c'est bien. Les gens l'ont demandé d'ailleurs, en faisant des comparaisons avec d'autres pays comme le Mali et le Sénégal. Bon, est-ce que c'est cette pression-là qui a abouti? Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Ce n'est pas sur ça qu'on va juger la gestion de la crise du Covid-là par le gouvernement. Ça ne va pas jouer dans l'appréciation globale que les Burkinabés auront de la manière dont la crise aura été gérée. Ça il faut qu'on se le dise. Et je pense que, bon, eux-mêmes, je ne pense pas que ce soit aussi leur attention. Ce que les gens attendent, c'est que cette crise-là soit gérée correctement. Toutes les complaintes qui ont été exprimées, tant au niveau de l'accueil, de la prise en charge, la disponibilité des tests, et tout cela, il faut que tout ça, ça soit réglé. Ce sont ces ensembles d'éléments-là, la gestion de ces ensembles d'éléments-là, qui permettront à l'opinion de dire « Ah, le gouvernement a pris ses responsabilités, a bien géré la crise ou ne l'a pas bien fait ». Donc, le débat, bon, pour moi, il n'y a même pas de débat dans le geste symbolique. Hein, pour moi, c'est un symbole que les plus hautes responsabilités mettent la main à la poche. On a vu aussi hier soir, vous étiez aux manettes du Coronaton pour organiser la collecte populaire organisée par l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose, le fait d'impliquer aussi les Burkinabés pour que chacun d'une certaine manière se sente solidaire et a le sentiment effectivement d'avoir apporté quelque chose dans la lutte contre le Covid. Voilà. Donc c'est quand même important. Bon, même si voilà, on verra, peut-être on va en débattre, il faudra, ça a été dit, mais on verra à l'expérience comment toute cette manne-là sera gérée dans la transparence pour que effectivement les fonds collectés aillent effectivement là où il faut. Oui, il est donné, pour vous, au-delà du sacrifice, c'est un symbole également. Oui, absolument. Vous savez, quand bien même le président du Faso et tous ses ministres cédaient la totalité de leur salaire durant un an, bon, c'était insuffisant face aux défis de la gestion de ce Covid-19 là. Donc, c'est plus le symbole que la caillante, les 59 millions. Mais il faut reconnaître aussi, comme le disait De Gaulle, le pouvoir ne va pas sans le prestige.
Parce qu'un ministre aussi, c'est ça, c'est le prix. Il faut donner l'exemple parce qu'un ministre, ce n'est pas les 1 million et quelques là. Bon, un ministre, ce n'est pas ça qui compte, mais un ministre demeure à titre d'exemple. Si vous prenez par exemple le Niger, je crois que la moyenne des salaires des ministres nigériens, c'est 3 millions. Ici, bon, on est autour de 1 million. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus. Donc, je pense que c'est au-delà du symbole, mais l'exécutif veut aussi montrer par là que face à un événement gravissime, il ne le subit pas. Parce que c'est ça aussi. Souvent, on reproche à notre exécutif de subir les événements plus qu'il n'agisse. Parce que c'est ça aussi. Un pouvoir doit montrer que face à un événement, il a du répondant. Voilà, au lieu d'être dans ce que j'appellerais... Mais Dieudonné, on l'a vu, le Maroc l'a déjà fait, d'autres pays l'ont fait. Oui, l'Afrique du Sud a donné. Et les gens se posaient la question de savoir, est-ce qu'ici on n'attend pas que les autres le fassent avant de le faire? Bon, c'est vrai qu'on a entendu ces griefs-là face à l'élection, mais on n'invente pas la roue. Ce que souvent nous reprochons... Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Ce que nous reprochons justement, bon, souvent sur ce plateau, ce n'est pas... C'est vrai, il faut éviter le copier-coller là. C'est-à-dire, on a vu tel pays faire le confinement, on l'a un peu déploré. La fermeture du marché, vous voyez qu'au Bénin, le président Patrice Talon a refusé de fermer le grand marché de Cotonou parce qu'il estime que c'est inopérant. Bon, donc souvent on a reproché au gouvernement burkinabé d'attendre qu'un pays prenne une décision avant je crois qu'il y a 3 semaines de cela, Vokuma disait que est-ce que vraiment la quarantaine ou bien c'est la fermeture du marché, est-ce que ça sied à notre sociologie? Donc souvent c'est ce genre de questions, mais je pense qu'il n'y a pas de mal souvent à copier ce qui est bien. Je pense ici, le mot a été lâché, c'est plus le symbole que la cagnotte. Et l'exécutif montre quand même qu'il prend des initiatives. Et souvent aussi, comme je dis, il faut voir la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. L'optimisme. Voilà. Oui, Boukari Ouba, est-ce que c'est votre analyse que c'est beaucoup plus le symbole que la cagnotte que peut-être le fait également de vouloir regarder chez les autres pour faire autant chez soi? Non, il y a de tout dedans. Il y a de tout dedans et il y a surtout le symbole. Et du point de vue du symbole, je pense que c'est un acte qui devait nécessairement arriver. C'est le président de Faso qui a été le premier lui-même à appeler à la solidarité nationale, donc à la contribution des uns et des autres. Donc il était tout à fait normal que lui-même il donne déjà l'exemple. Et peut-être même qu'il a manqué justement d'accompagner immédiatement son appel par ce geste-là, et le geste est venu beaucoup plus tard. Je crois que le jour qu'il a annoncé justement les mesures sociales à hauteur de 300 milliards et qu'on savait déjà que le plan de riposte global nous demandait quelque chose de 178 milliards, ça montrait déjà qu'il y a des sacrifices à faire et que naturellement lui en tant que le premier des Burkinabés, il avait un geste à faire. Le geste il est venu un peu plus tard. On dit que ce n'est jamais tard pour bien faire, ils l'ont fait. Je crois qu'il faut apprécier donc le geste comme fait, mais malheureusement peut-être qu'eux ils gagnent moins en retour en termes d'effet, en termes d'appréciation au sein de l'opinion, parce que vous l'aurez remarqué, de mon point de vue, je pense que ça a été accueilli un peu froidement au sein de l'opinion. Froidement, pourquoi? Parce que justement on l'a déjà vu ailleurs. Et dans plusieurs pays d'ailleurs, si c'était juste après un pays, après 2 pays, on allait dire, bon, nous aussi on est dans l'attendant. Mais quand on a l'impression que, bien qu'on est loin d'avoir bouclé la boucle donc par rapport aux chefs d'État qui ont fait ce geste-là, c'est quand même un certain nombre de pays importants, notamment des pays autour de nous. Je crois le dernier à le faire, c'était au Mali, Ibeka qui avait cédé 4 millions. Et on comprend naturellement pourquoi le président de Faso va jusqu'à 6 millions d'ailleurs, parce qu'après que chacun ait donné 2 millions par là, 3 millions au Ghana, 4 millions au Mali, de mon point de vue, il était tout à fait normal que le président de Faso puisse, parce que c'est comme une sorte d'enchère, puisse monter un peu plus haut donc en cédant 6 millions de son salaire. On n'arrive pas à faire autrement que ce qu'on voit ailleurs. On copie, on colle. Souvent, il ne faut pas réinventer la roue, mais souvent aussi, il faut oser réinventer la roue. Parce que les mêmes méthodes ailleurs ne marchent pas forcément, ou bien ça n'a pas le même effet. Nous, on a attendu pour aller à un conseil des ministres finalement pour sortir annoncer ça. Et j'ai entendu
le porte-parole du gouvernement dire que c'est suite à des réflexions parce que le président du FASO les avait demandé d'aller réfléchir, de venir faire des propositions. Donc c'est certainement après ces propositions qu'ils sont venus en conseil des ministres sortir avec cette décision donc de céder des salaires. Mais ça aurait pu ne pas être des salaires. Si je sais que mon salaire c'est 1,5 million, pourquoi je dirais que je cède mon salaire? Je peux dire que je contribue à hauteur de 1,5 million, bien à hauteur de 2 millions. Je donne un montant, c'est beaucoup plus concret et ça fait différence par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que les autres ont annoncé qu'ils cèdent des salaires que nous aussi on doit forcément céder des salaires. Ce n'est pas le salaire qu'on veut. On veut une contribution donc, à la prise en charge donc, de la crise sanitaire et je crois que c'est ce qui compte le plus. Oui, Joachim. Oui, non, je rebondis par rapport à ce qu'il dit parce que il y a des ministres, les ministres touchent autour de 1 million et quelques. Bon, il y en a qui ont négocié au-delà. Sinon, à la moyenne, c'est 1,105 million. Voilà. Les ministres d'État, c'est 1,2 million. C'est 2 millions. Hein? 2 millions. 2 millions. 2 millions, les ministres d'État. Les ministres d'État. Ouais. Le Premier ministre. 4 millions. Ouais. Voilà, ok. Oui, allez-y. Si le ministre cède 1 million de son salaire, il va vivre de quoi? Voilà, c'est pour ça que je rebondis à ce qu'il a dit. Non, mais l'opinion, vous permettre d'intervenir, mais laissez... L'opinion, ça c'est la question basique qu'on se pose. Quand vous prenez la moyenne des salariés burkinabés, s'il cède un mois de son salaire gratuitement, pour une cause, on peut se demander de quoi il va vivre. C'est vrai, ils ne sont pas comme la moyenne des salariés burkinabés, mais les économistes disent que plus tes revenus augmentent, plus tes besoins augmentent. C'est une évidence. Bon, ils vont peut-être biffer certaines lignes de besoins qu'ils avaient habituellement, mais c'est une question qu'on se pose. Je suis d'accord avec lui, peut-être une contribution, mais il a quand même l'appareil de l'État à son service. Ah, bon, si vous voulez dire qu'il a d'autres ressources qui lui permettent de vivre sans son salaire, bon, ça c'est possible, je n'en sais rien. Mais quand on dit qu'il a un salaire, dans l'opinion, c'est avec son salaire qu'il vit. Donc, s'il cède la totalité de son salaire, ça pose un problème. Mais j'ajoute une chose. Quand on parle de 178 milliards, mais le gap est très très loin. On a fait le point la dernière fois, lors d'une conférence de presse, on est autour de 1 milliard et quelques. On est très 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 loin du gap. Les 178 milliards, on ne sait pas comment on va les mobiliser pour financer la lutte contre le Covid. Et c'est ça qui m'intéresse, de savoir quel est le travail qui est fait actuellement, quelles sont les démarches qui sont entreprises pour mobiliser cet argent-là, pour pouvoir faire face à l'urgence, parce qu'on est dans l'urgence et on ne peut pas, c'est pas comme le PNDS qui s'est étalé sur 5 ans. Là, il faut régler une crise dans le temps très rapidement et avec des moyens assez importants qu'il faut mobiliser rapidement. C'est ça qui m'intéresse de savoir dans les jours à venir, quel est le gap actuellement et comment le gouvernement compte s'y prendre. Oui, Dieudonné, est-ce que c'est votre avis également? Non, je m'inscris en faux contre ce que dit Voukouma. C'est vrai que j'ai vu ça dans l'opinion, bon, un ministre, c'est vrai que c'est dans nos États là, bon, en Europe vous n'allez pas voir ça, un ministre céder son salaire pour une part contributive. Mais ici c'est autre chose. Mais je m'inscris en faux pour ceux qui disent que bon, le ministre, s'il sert son salaire, il va vers. Non, j'ai dit un ministre quand même. Mais sa question est quand même pas. Oui, mais ce n'est pas le ministre ne vit pas quand même. Bon, d'abord, c'est des gens. Non, un ministre, par exemple, il ne paye pas. Il ne paye pas chose, de choses. S'il veut l'électricité, l'eau, et il est pris en charge. Et, point de vue, ça. Mais au Burkina, quand vous avez ça déjà, c'est une grosse épine de moins au pied. Donc déjà, je ne pense pas... Vous, le salaire que c'est un bonus. Non, même si ce n'est pas un bonus, mais il sera la dernière personne vraiment à manger la vache enragée s'il cède son salaire même. Parce que, c'est comme je dis, un ministre quand même, c'est pas n'importe. On a beau dire quand même, c'est une personne privilégiée. C'est une personne privilégiée à partir du moment où, si vous prenez certains ministres qui ne veulent pas aller dans leur logement officiel, sinon chacun a une villa à Ouaga 2000. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité. Ils ont des gens de maison payés par l'État. Ils ont du carburant. Bon, vous voyez quand même que ça, c'est des dépenses incompressibles qu'on a déjà ôtées de leur portefeuille.
Donc, quand même, ils peuvent quand même se serrer la ceinture pour ça, là. Sinon, je suis d'accord, bon, quelqu'un qui n'a pas son salaire, en fait, il ne peut pas vivre. Mais il faut quand même mettre du bémol à ça. Le ministre n'est pas n'importe qui. Et comme je dis, bon, je fais l'économie, un ministre aussi, il a souvent d'autres subsides. Je fais l'économie de ça, bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que nous tous nous savons, mais tu ne vas pas, on n'a pas les plus. Mais les ministres ont d'autres subsides que connus de tout le monde, ils ont d'autres subsides. Non. Vous savez bon, moi, non, je n'ai pas dit que j'en sais beaucoup. Ah, mais donc, non, mais je dis, il ne vit pas que de son salaire. Un ministre a d'autres subsides que nous savons tous. Boukari Ouba. Bon, entre l'accessoire et l'essentiel. ne veut pas aller au bout de sa pensée. Si les ministres ont d'autres subsides, ça mérite d'être connu. On sait que le ministre, c'est son salaire. Il a aussi des avantages sociaux, comme vous l'avez dit, du fait qu'il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas l'eau, ils ont des crédits de communication, ils ont des cartes pour le carburant, ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Ça permet que quand on prend le salaire, forcément, on a plus de possibilités de marge de manœuvre de pouvoir économiser que n'importe quel autre fonctionnaire. Mais j'ai dit, on aurait pu éviter véritablement cette polémique-là en donnant l'équivalent de son salaire. C'est eux qui savent combien ils touchent, c'est eux qui savent combien ils veulent donner. Au lieu de dire, je cède 2 mois de mon salaire, 3 mois de mon salaire, non. Je donne un montant. C'est beaucoup plus important et ça fait différent par rapport aux autres. On sait qu'ils ont des ressources. Ils ne sont pas venus de nulle part. Lorsqu'ils ont pris fonction, chacun a quand même fait une déclaration des biens. Et on a pu consulter ces déclarations. On a vu que... à l'occasion de la contribution pour la lutte contre le terrorisme, ils avaient contribué chacun pour 1 million. Et hier, à l'occasion du Téléthon, dans le cadre du Coronaton, il n'a pas dit qu'ils cèdent leurs émoluments, mais 1 million. Ils ne disent pas qu'ils cèdent leurs émoluments, mais ils donnent 1 million pour la lutte contre le Covid-19. C'est plus concret. On ne serait pas en train de dire qu'ils ont donné à peu près 59 millions. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Ça représente combien, justement, c'est que le gouvernement a contribué. Et puis plus loin, j'ai une question, j'ai la chance que c'est vous qui êtes au plateau avec nous, vous allez nous éclairer. Quelle a été l'annonce faite par le ministre porte-parole du gouvernement dans la nuit au Coronaton? Parce que de ce que j'ai pu comprendre, le gouvernement a contribué à hauteur de 30 millions. Est-ce que les 30 millions, de ce que j'ai entendu, ne viennent pas justement, ne vont pas être soutirés déjà des mois de salaire qu'ils ont cédés? Est-ce que c'est 30 autres millions, ou bien c'est 30 autres millions à soustraire des mois de salaire qu'ils ont déjà cédés? Parce que c'est vous qui êtes l'animateur principal. Oui, parce qu'effectivement, en écoutant le ministre porte-parole, on a l'impression que les salaires cédés là, de 6 mois choses, vont un peu, est-ce que c'est à part, c'est un écho à part, une contribution à part, ou bien ça rentre dans le cadre du Coronaton. Parce que, par exemple, pour le président du Faso, c'est clair, c'est à titre personnel qu'il a donné les 13 millions 200. Le ministre de la Communication a dit que c'est individuellement que chacun signe son chèque et qu'il va déposer individuellement. Oui, mais là, c'est le gouvernement, les 30 millions, c'est le gouvernement. Ah oui, donc ça n'en rentre pas encore. À mon avis, ça n'en rentre pas. Ça, c'est vraiment un doute peut-être qu'il fallait lever, c'est pour ça, moi, parce qu'on a eu l'impression quand il a dit certainement que le ministre de la Communication est à l'écoute et que certainement qu'il voilà, parce que c'est vrai que ça a un peu sémé le tout blanc. Mais pour compléter ce que Woba dit, c'est l'opinion attend quoi? Deux choses. Que souvent on prenne l'initiative d'engager une action au lieu d'attendre qu'un voisin fasse, et puis nous aussi on fait la même chose parce que ça donne l'impression qu'on marche sur les plates-bandes de l'autre. Deux, les gens veulent aussi qu'il y ait un peu plus de clarté et puis qu'on sache où on va. Bon, on a parlé ici tous les jours de la communication, mais souvent aussi quand on est clair, on sait au moins où on va. Voilà ce que fait le gouvernement. Le gouvernement ne subit pas l'événement, mais au contraire, essaye, si on va plus loin. Bon, ça c'est pour là. Mais ailleurs, par exemple, déjà ils sont... Bon, c'est vrai qu'ici, on a parlé d'une loi rectificative. Il y aura voilà, la loi de finances sera rectifiée. Mais par exemple, ailleurs, on pense déjà à certaines sociétés stratégiques qui vont subir le contrôle. En France, on va injecter par exemple 110 milliards d'euros
dans des secteurs stratégiques comme Air France, comme Renault. Ici, par exemple, on a des sociétés stratégiques, comme par exemple la Sonabel, la Sonabi. C'est un secteur comme ça. Est-ce qu'on a pensé à voir si d'aventure la crise sanitaire perdurait, comment ces sociétés-là, qui vont aussi un peu sentir le choc, comment on va faire pour que ces sociétés-là aussi ne sentent pas trop le choc. Voilà souvent des choses que les gens attendent au lieu qu'un pays voisin dit que voilà, au Sénégal, la Sonélec, on va faire ça, et nous aussi, on va copier à la Sonabel, on va faire ça. Souvent, c'est ce qu'on reproche, par exemple, au gouvernement. Il faut souvent anticiper, au lieu d'attendre, par exemple, qu'un voisin fasse, et puis on va faire, même si on n'invente pas la roue. Ce que Dieu de nous dit, c'est pertinent, mais on connaît aussi comment notre État fonctionne. Vous regardez au niveau des créances, que ce soit Sonabel, Sonabi ou Onea, il y a déjà normalement une part contributive de l'État pour chaque année. Mais allez-y vous renseigner, vous allez vous rendre compte que l'État est en retard de sa contribution. L'État n'est jamais à jour de ses contributions au niveau de ces sociétés d'État-là. Donc, si dans cette situation, on est encore dans une crise sanitaire qui devient une crise économique, on était déjà dans la crise, et que l'État va devoir apporter un supplément pour aider ces sociétés-là à se relancer, ça va être encore davantage difficile, d'autant plus qu'on a tous analysé la situation en disant que les ressources de l'État même ne seront pas à la hauteur justement de nos besoins les années à venir. Ça va être difficile à tous les niveaux. Donc c'est certainement des problématiques qui sont intéressantes à explorer davantage. On en parlera davantage à débat de presse les jours à venir. Pour l'instant, on aborde le second sujet de débat ce matin. Dieudonné Zoungrana, le président du FASO, a consulté ce 17 avril 2020 la classe politique, opposition comme majorité. Il s'agissait de voir comment gérer au mieux la crise sanitaire, mais également comment régler les questions d'élection et les autres enjeux nationaux. Au sortir de cette rencontre, on peut dire que le citoyen burkinabé est resté un peu sur sa faim, parce qu'on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui a été décidé. Mais là aussi, oui, le citoyen ne peut que rester sur sa faim parce que c'est un premier contact. Je crois qu'il y a une deuxième réunion mardi 22, non, le mardi, c'est le mardi 22 qui arrive dans 2 ou 3 jours là. Mais je pense que c'est ce que chaque Burkinabé aujourd'hui souhaite. Que l'opposition et le pouvoir prennent langue. C'est vrai que, épisodiquement, il y a souvent des rencontres quand le mercure social ou politique monte, mais c'est ce qu'on souhaite. Ailleurs, vous avez, par exemple, ici, on n'est pas allé jusqu'au fond avec le CFOP. Ailleurs, le chef de file de l'opposition a ce qu'on appelle un shadow cabinet. Il aussi, il a son gouvernement. Et l'exécutif officiel consulte ce shadow cabinet-là régulièrement. On a encore, par exemple, Zéphirin Diabré devait avoir un shadow cabinet, un gouvernement bis. Même si ce n'est pas formalisé. Et régulièrement, ce gouvernement bis-là devait rencontrer le gouvernement officiel. Ici, on n'en est pas jusque-là. Mais c'est ce qu'on souhaitait. Le Burkina est aujourd'hui victime des emballements sécuritaires, sanitaires, de la fronde sociale. Il fallait que ces deux-là se rencontrent, ces deux coteries politiques se rencontrent, mais je crois que l'opinion est pressée, mais nous devinons tous que c'est vrai qu'il y a le sécuritaire, il y a le sanitaire, mais ce qui taraude les esprits, vous êtes un analyste, vous savez bien que c'est la présidentielle. Chacun, on parle du coronavirus, on parle de la crise sécuritaire, mais chacun a les yeux rivés sur la présidentielle du 22 novembre. Est-ce que cette présidentielle aura lieu si la crise sanitaire continue, si elle n'a pas lieu dans les délais constitutionnels? Comment on va faire? Est-ce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale que d'aucuns appellent de leur vœu actuellement? Comme je l'ai dit ici, il y en a qui ne souhaitent que ça. Mais je pense que dans les jours à venir, on le saura, mais je pense qu'aujourd'hui, les 3 points sont d'ores et déjà incontournables. La crise sécuritaire, la crise sanitaire et puis le cap sur la présidentielle du 22 novembre. Oui, Boukari Ouba, il faut quand même être vigilant par rapport à ces discussions
de haut niveau entre l'opposition et la majorité, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'enjeux que cela doit avoir, mais des implications aussi pour les populations burkinabées. Oui, on va être vigilant, mais je me demande quelles sont les marges de manœuvre qui sont données aux autres acteurs de la société pour pouvoir justement veiller sur ces discussions qui vont avoir lieu entre la majorité et puis l'opposition. Le chef de l'État vient de recevoir majorité et opposition. Est-ce que dans son agenda, il envisage de recevoir d'autres acteurs de la société, notamment la société civile, oui. Je sais que la CENI a été impliquée lors de la dernière rencontre, mais la CENI c'est un acteur à la limite politique, parce que bon, oui, il y a la société civile dedans, mais il y a surtout l'opposition, la majorité qui y sont. Donc, si on les met ensemble, c'est encore eux qui sont majoritaires. Donc, si on veut réellement avoir un regard extérieur par rapport à cette discussion-là, c'est d'impliquer d'une certaine manière aussi des acteurs de la société civile. Autrement, le destin de l'élection présidentielle qui est en vue en novembre 2020 va être celui qu'auront voulu les acteurs politiques, majorité et opposition. S'ils décident que la crise sanitaire nécessite un report ou bien s'il faut maintenir les élections, c'est eux qui auront décidé. Mais ça a été pratiquement la même chose au Mali, hein. Le maintien des élections, le premier tour et puis le second tour qui va venir, la société civile n'a pas pu dire grand-chose. Ça a été beaucoup plus une décision donc, des acteurs politiques qui ont voulu que l'élection soit maintenue. Elle a eu lieu. Il y a eu le premier tour et bientôt on va avoir le second tour en dépit donc de la crise sanitaire. Donc au Burkina, si on veut faire autrement, si on veut donner la possibilité à d'autres acteurs d'avoir aussi leur mot à dire dedans, c'est de les consulter aussi. C'est bien d'avoir reçu majorité opposition, mais je crois que le président peut continuer et puis consulter aussi d'autres acteurs. Oui. Joachim Vokouma, c'est votre avis également qu'il faut associer d'autres acteurs à ces débats, d'autant plus que souvent quand ça coince, on va vers ces acteurs qui ne sont pas souvent en première ligne des discussions. Ça dépend du contenu, mais pour moi c'est une suite du dialogue de juillet dernier. Quand on regarde, c'est vrai qu'à la sortie il y a eu des déclarations, mais on n'en sait pas un peu plus sur ce qui a été dit. De quoi ont-ils parlé? C'est de façon globale, crise sanitaire, crise sécuritaire, Covid. Mais, comme l'a évoqué Ogoba, il y a quand même un signe que j'ai perçu qui montre que le débat était beaucoup plus politique. Parce qu'il y avait Ahmed Newton Barry là-bas, qui est le président de la CENI. Et sa présence n'est pas anodine. Pour moi, le contenu est beaucoup plus politique que sur la crise sécuritaire ou sanitaire. La question est de savoir, avec ce qui se passe, puisque le processus d'enrôlement biométrique a été suspendu, quand on sait que la CENI a établi un chronogramme et qu'elle était en train de suivre au jour près, et ne voulant absolument pas du tout accuser un seul jour de retard pour pouvoir être à l'heure en novembre 2020, quand on voit que ce processus-là a été interrompu, on se demande aujourd'hui, est-ce que dans son calendrier, c'est encore faisable? Je pense que sa présence là-bas répond à cette question. Il a dû expliquer, voilà, dans nos simulations, voilà comment on peut éventuellement rattraper le retard, voilà comment... Enfin, pour moi, ça a été un contenu beaucoup plus politique que sur la crise sanitaire. Parce que si c'est la crise sanitaire, évidemment, il y a d'autres acteurs que le président peut consulter. Mais là, c'était juste l'opposition et la majorité. Comme ça a été fait déjà d'ailleurs en juillet, quand on regarde les conclusions de juillet, c'est un contenu purement politique. On verra mardi, à l'issue de la rencontre de mardi, qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce qu'on en saura un peu plus sur le contenu? Est-ce qu'on va vers un report des élections? Parce que c'est quand même quelque chose... Est-ce qu'il n'aurait pas fallu également, comme l'a suggéré Boukari Ouba, qu'on associe d'autres acteurs, d'autant plus que la plupart du temps, quand les politiques se retrouvent pour discuter, on sait souvent les résultats que ça donne et parfois... Mais bon, dans la vie politique, les acteurs principaux, c'est quand même les hommes politiques, les formations politiques. Et c'est fondamental de savoir parce que si on décale les élections, on va tomber dans un vide juridique. Il y aura risque d'avoir une crise institutionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le président Roch Kabore reste président ou pas? Ça, c'est la question.
Dans le temps, le Burkina a connu une situation similaire. Oui, non, mais je veux dire, ça c'était dû à une rupture brutale du fonctionnement des institutions. Donc on a dû parler au plus pressé. Alors que là, bon, on voit quand même les choses plus ou moins venir. On peut imaginer ce qui peut se passer si les élections n'ont pas lieu. Et si les élections ont lieu, quelle sera la qualité dans ce contexte-là? C'est comme au Mali. En dépit de la crise, le processus a été maintenu, les élections ont eu lieu avec un taux de participation très 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 faible, avec des zones où les gens n'ont pas du tout voté. Mais bon, après tout, c'est la légitimité que le Parlement du Mali aura à l'issue de ces élections-là. Est-ce qu'on va vers un scénario de ce type-là aussi chez nous? On verra, peut-être à partir du mardi, on verra plus clair. Oui, Dieudonné. Oui, c'est clair. L'article 40 de la Constitution fixe à 21 jours au moins et à 40 jours au plus la tenue de l'élection avant l'expiration du mandat du président en exercice. Bon, on a écouté il y a 3 jours un des classiques du MPP, le Clément Sordreau, pour ne pas le nommer, qui disait que, en tout cas, le souhait vraiment du MPP et de pratiquement tout le monde, c'est que les élections se tiennent à bonne date. Mais effectivement, la présence de Newton Ahmed Bari fait que cette rencontre prend plus une connotation politique. Bon, je ne partage pas totalement le point de vue de Woba. C'est vrai, associer les OSC, mais quelques OSC, parce que de l'expérience que j'ai, le pouvoir actuel a été victime de beaucoup d'OSC qui l'ont mené vraiment dans des impasses. Je le dis d'autant plus qu'il y a certains OSC vraiment qui sont des officines politiques. Donc on revient encore à la politique. Donc quand il s'agit de problèmes politiques, je suis d'accord, on peut quand même consulter des OSC, mais ça demeure fondamentalement une question quand même éminemment politique. Et les premiers concernés, c'est quand même la majorité et puis le pouvoir. Quitte à ce qu'après on élargisse vraiment pour consulter les OSC. Mais les OSC aujourd'hui, moi personnellement, beaucoup d'OSC m'ont déçu. M'ont déçu parce que vraiment, ils n'ont pas joué ce rôle de contre-pouvoir. Mais surtout, ils n'ont pas joué ce rôle. Donc, je ferme la parenthèse, mais en disant que... Si peut-être que quand il parle de société civile, oui, vous avez là-dedans des forces qui ne soient pas forcément société civile, vous avez l'église, vous avez... C'est pour ça que je dis, oui, c'est pour ça que je dis, oui. C'est autorité. Mais de toutes les façons, Ouba est sur ce plateau. Oui, c'est autorité morale, oui. Mais voilà, je termine. Et quand on regarde aujourd'hui l'état de l'enrôlement, parce que c'est ça aussi, même en Côte d'Ivoire, ils ont le même... On est ici à 6 mois de l'élection. Est-ce qu'en 6 mois, on pourra finir cet enrôlement-là? Est-ce que si on glisse dans l'illégalité, parce que dès lors qu'on franchit la date et qu'on n'a pas les élections, Roch devient, il est le président de fait, mais il n'est plus le président de jure. Légalement, il n'est plus président de jure et je vois déjà les gens, le tollé, la bronca qui va se lever et déjà qu'on est dans des crises, on va encore avoir une autre crise. Donc notre souhait, effectivement, moi mon souhait, c'est que vraiment on puisse tenir ces élections parce que au-delà même du pouvoir du MPP et autres là, c'est le Burkina même qui va tomber dans une crise. Or on marine même déjà dans multiples crises. Si on retombe déjà, bon vraiment c'est la totale. Oui, Boukari Woba. Moi, je me demande si on peut dire tout simplement que l'élection est une question politique et que par conséquent, les premiers acteurs concernés, ce sont les hommes politiques. C'est une question nationale. C'est une question nationale et celui qui est concerné, c'est le peuple. On ne peut pas penser qu'il faut réduire les décisions concernant donc, les élections à ce que les acteurs politiques voudront. D'autant plus que les discussions entre ces acteurs politiques, là, très souvent, c'est pour s'arranger entre eux. Moi, je regarde ce qui s'est passé lors du dialogue politique. Vous avez vu comment ils ont réglé la question du genre sur les listes électorales. Alors qu'on était dans une dynamique où, lorsque vous ne respectez pas le quota, vous êtes sanctionné. Majorité et opposition sont allés s'entendre pour dire non, il n'y a plus de sanctions. Mais bien au contraire, on va plutôt donner des bonus, on va encourager ceux-là qui auront respecté la loi.
ce n'est pas forcément la volonté de l'opinion. Donc il y a des arrangements entre les acteurs politiques. De mon point de vue, quand je dis société civile aussi, ça ne veut pas dire qu'on sort comme ça dans la rue et puis on ramasse n'importe qui. Il y a des gens qui ont de l'expertise en matière électorale. Et je pourrais même penser que cette rencontre que le chef de l'État a organisée a été quelque part inspirée par une sortie du CGD. Le Centre pour la gouvernance démocratique a organisé une émission sur la télévision privée BF1. Et à l'occasion, il y avait un représentant de la majorité, à la personne du député Ousseini Tamboura. Il y avait un représentant de l'opposition, le député Moussa Zerbo, donc de l'UPC, et il y avait Abdul Karim Saïdou du CGD qui était là. Ça a été un débat intéressant et j'ai trouvé que c'était bien à propos parce que ça nous permettait d'abord de sortir un peu de cette crise sanitaire dans nos esprits et de savoir aussi qu'il y a d'autres enjeux qui sont là qu'il ne faut pas occulter, même si aujourd'hui le front qui brûle c'est notamment la crise sanitaire. Donc un appel comme le CGD, vous ne pouvez pas être là en train de faire des consultations sur des questions électorales et puis l'ignorer. De mon point de vue, ça ne va pas. Ça risque d'être une rencontre véritablement entre opposition et puis majorité et puis décider de ce qui les arrange. Mais ce qui les arrange n'arrange pas forcément l'opinion ou le peuple. Donc dans le débat public, il faut arriver à pouvoir savoir avec qui débattre, d'autant plus que absolument. Tout le monde peut être acteur. Je précise ma pensée. Je n'ai pas dit d'exclure les OSC. Il y a des OSC qui ont vraiment pion sur rue, qui ont droit de citer, qui sont incontournables. Mais je dis, à vouloir vraiment, qui trop étreint mal embrasse, à vouloir, parce que ici, quand on dit tel OSC, on va déjà voir une kyrielle d'OSC qui vont crier, ah, nous avons été exclus. Pourquoi tel OSC a été admis et pas nous? Donc, je dis, il faudra vraiment faire le tri. Vous avez cité les communautés religieuses où il y a le CGD, il y a d'autres OSC qui sont vraiment, qui ne restent pas en surface, qui ont fait leur preuve. Donc, ce qu'il faut exclure, c'est justement, je précise, ce qu'il faut exclure, c'est bien sûr les religieux et les coutumiers. Donc, je précise ma part. Ce n'est pas encore leur temps. Ce n'est pas le temps de faire intervenir des acteurs. À la longue, dans tous les cas, c'est des gens, même si on ne les consulte pas officiellement, on sait que souvent, sous le manteau, c'est des gens qui sont consultés. À la date d'aujourd'hui, on a besoin de l'autre. Je finis. Patientez, je finis. Vous donne la parole et ensuite. Donc je précise ma pensée. Vous avez cité le CGD. Bon, souffrez au moins que je. Oui, allez-y. Souffrez aussi que je cite. Vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que ces autres, à partir du moment où on a des chefs coutumiers aujourd'hui qui sont des députés, qui sont électeurs et éligibles, et on a la communauté religieuse aussi, souvent qui sort des lettres pastorales pour inviter, voilà, qui s'initient dans la vie politique. On ne peut pas aussi les exclure. Je ne dis pas qu'au stade du débat actuel, il faut les impliquer, mais si le débat se poursuit, c'est des gens immanquablement qu'il faut consulter. Mais moi, je précise ma pensée, je dis, il y a des OSC aujourd'hui, si on y prend garde, parce qu'ils ont d'autres agendas. C'est tout ce que je dis. Sinon, pourquoi exclure? Puisqu'il y en a qui ont fait leurs preuves et qui ont vraiment apporté beaucoup. Oui, Joachim Vokouma. Non, juste une brève, parce que, évidemment, si on part dans l'hypothèse d'un report des élections, et qu'il faut se retrouver autour d'une table pour discuter, là, on ne peut pas rester dans le duel opposition-majorité. C'est une évidence, il faut ouvrir. Il faut ouvrir à d'autres acteurs, les consulter, pour qu'il y ait un débat national pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça, il faut que ce soit une décision consensuelle pour qu'on puisse aller vers une sortie de crise qui est institutionnelle, si on va vers le report des élections. Mais actuellement, on spécule parce qu'on ne sait pas exactement quel est le contenu de la discussion, de quoi ont-ils parlé. On se dit que c'est un contenu purement politique. Maintenant, si c'est la crise sanitaire, si c'est la crise sécuritaire, bon, il y a peut-être d'autres acteurs aussi qu'il faut impliquer. Mais peut-être qu'on verra plus clair à partir de mardi. Pour l'instant, moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments comme ça pour analyser. Mais déjà, à cette prise de contact, les jalons ont été... Ah oui, évidemment. Et je suis d'accord avec Vokouma. Si le président de la CENI est là, ça veut dire quand même que
on soupçonne que quand même le volet élection là, parce que ça aussi c'est une échéance, on va sortir peut-être du coronavirus si on atteint peut-être d'ici 1-2 mois, mais dans 6 mois on a les élections. Or, si on ne tient pas les élections à bonne date, il y aura encore une crise pour le Burkina. Parce que là, on est dans on est à l'aveuglette là. On ne sait pas quand est-ce, parce que la courbe du Covid n'a pas encore commencé à baisser. Oui. Ça monte toujours. On ne sait pas à quel moment on va sortir de la crise. À moins qu'on fasse comme le Mali, on organise l'élection présidentielle en mode coronavirus. En mode corona. Ça peut être à l'époque, l'élection présidentielle avait été organisée dans certaines régions en mode terrorisme. Je parle le terrorisme. Voilà. Le législatif du 19 et le deuxième tour est pour le dimanche là. Oui. Ils sont en mode corona, mais ils vont tenir quand même. Oui, Jacques, vous terminez votre réflexion. Je pense que, bon, moi, ma conviction était faite que la crise sécuritaire n'allait pas empêcher éventuellement les élections d'avoir lieu. Mais avec la crise sanitaire, c'est autre chose. Parce que même dans la crise sécuritaire, la CENI avait continué quand même d'une certaine manière à déployer son programme, à enrôler les électeurs potentiels. Or, la clé des élections, c'est ça, c'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral. Si le fichier électoral n'est pas là, n'est pas actualisé, on fait comment? On va voter avec quoi? C'est ça tout le problème. Oui, Boukari Ouba, pour terminer sur ce sujet. Je ne minimise pas la crise sanitaire, mais j'ai une toute autre opinion que ce que Boukma vient de dire. Je pense que la crise sécuritaire, de mon point de vue, m'inquiète par rapport à la tenue des élections que la crise sanitaire. Je ne suis pas contre le fait d'avoir interrompu le processus d'enrôlement. Mais au regard de la situation aujourd'hui, de l'évolution de la pandémie, je pense que l'enrôlement aurait pu se poursuivre. Vous n'allez pas voir une situation d'enrôlement où vous avez des dizaines de personnes qui sont alignées pour s'enrôler. Vous avez au maximum 10 personnes qui sont là. Vous avez 3-4 personnes qui sont là, qui doivent manipuler des machines. On a bien la latitude de pouvoir prendre des dispositions et de respecter si c'est la distanciation sociale. Aujourd'hui, on va vers le port obligatoire du masque. Des conditions sont réunies de mon point de vue pour poursuivre l'enrôlement. Malheureusement, ça a déjà été interrompu. C'est tout à fait juste. Moi, je pense qu'il fallait l'interrompre parce qu'on ne savait pas exactement comment évolue la crise. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore tout à fait l'évolution, l'ascendant de cette crise-là. Mais quand je regarde, quand j'apprécie aujourd'hui la situation sécuritaire actuelle et la situation sanitaire actuelle, j'ai bien plus peur par rapport à la situation sécuritaire que par rapport à la crise sanitaire. Vous savez ce qui se passe actuellement dans le Soum ou bien à l'Est. La situation est suffisamment grave. Mais nous avons tous les yeux tellement braqués sur la crise sanitaire que nous oublions que nous risquons même de perdre des parties. C'est aussi, journaliste. Oui, bien sûr. Mais on essaie d'interpeller, mais ça ne passe pas. Le message ne passe pas. Aujourd'hui, vous avez beau avoir parlé de on attendra certainement mardi. On a attiré l'attention. Je pense que j'avais dit, on a 2 crises. Et si on ne fait pas attention, on va sortir du coronavirus, mais on aura des pans de notre territoire qui ne seront plus burkinabés. Je l'ai dit. Je crois qu'il faut relancer certaines opérations qui ont fait leur preuve. Sinon, véritablement, on va vers des situations encore difficiles par rapport à la situation sécuritaire. Donc, sur cette question de rencontre opposition-majorité, on attend mardi pour être situé davantage sur les conclusions et tout ce qui va concerner cette rencontre, et on pourra en discuter les autres dimanches de débat à débat de presse. Boukari Ouba, on va passer au 3e sujet de ce débat de presse. Le tribunal administratif qui ordonne l'arrêt des coupures de salaire sur des salaires de magistrats qui ont saisi le tribunal parce que pour faire des grèves. Votre analyse sur ce sujet, est-ce qu'on peut être juge et partie? On peut être juge et partie. Il faut essayer d'aménager des espaces pour avoir au minimum, un minimum de garantie de la sincérité du verdict qui va être rendu. Dans cette affaire, il y a carrément 2 choses, comme c'est toujours le cas en matière de justice. Il y a le fond et il y a la forme. Et à la date d'aujourd'hui, moi, je me réserverai de me prononcer sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est de savoir est-ce qu'effectivement, les coupures qui ont été opérées sur le salaire des magistrats, est-ce que c'était juste, c'était pas juste? Ça, c'est véritablement le débat de fond. Mais on n'a pas encore eu véritablement ce débat de fond. Aujourd'hui, il y a le débat de forme qui est aussi suffisamment important. Et véritablement, du point de vue de la forme,
je suis très déçu de ce que j'ai pu observer de la part de nos magistrats. Et si c'est vraiment l'attitude de ces magistrats, c'est l'attitude de notre magistrature, de notre système judiciaire, on doit être encore plus inquiet. C'est vrai que c'est des jugements en référé, mais vous aurez constaté la célérité avec laquelle les juges ont tenu les audiences. Cette question. Oui, ont tenu les audiences et ont rendu les verdicts. Oui. Je pense que si tous les procès, les jugements se passaient comme ça dans ce pays-là, on serait déjà très loin. On ne s'en plaindrait pas. C'est pour 2 ou 3 raisons qu'on est allé à des réformes de la justice qui ont permis aujourd'hui d'avoir un statut qui donne une indépendance totale aux juges qu'on ne verrait nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part. Il n'y a pas de juges dans le monde là qui ont autant de liberté, d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif ou en tout cas des autres pouvoirs comme le législatif ou bien le législatif que nos juges au Burkina. Est-ce que ce n'est pas là également le piège, finalement, contre l'exécutif? L'indépendance, c'est une très bonne chose. Véritablement, il fallait leur concéder cette indépendance. Mais ils doivent utiliser cette indépendance avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'élévation. Et moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dessus. Au moment où nous sommes en train de parler, aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a un procès. En fait, le même jugement là qui se tient, ça devait se tenir à 10h à Boromo. Est-ce que c'est parce que c'est des magistrats ici qui sont concernés qu'on va tenir une audience un dimanche pour rendre un délibéré aussitôt, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des coupures qui vont être positionnées dès le début de la semaine sur la salaire. Du mois d'avril. Ça me pose un véritable problème. Moi, je ne peux pas dire que parce que ce sont des magistrats, ils ne peuvent pas saisir un tribunal et que un magistrat va siéger et puis rendre le verdict, on ne pourra pas le dire. Si ce n'est pas des magistrats qui vont saisir, qui est-ce qu'ils iront saisir alors? Mais dans la démarche, dans la forme, on voit véritablement qu'ils utilisent la magistrature pour leur propre compte. Or, ce n'est pas ça l'esprit, justement, d'une justice. Joachim Voukouma. Oui, c'est vrai que... Bon, surtout que les magistrats ne sont pas les seuls à être coupés sur leur salaire. Il y a d'autres fonctionnaires burkinabés aussi qui ont vu leur salaire coupé pour faire grève ces derniers mois. tout à fait. Mais que des citoyens saisissent la justice parce qu'ils se sentent lésés, c'est normal. L'indépendance de la justice, on s'est battu pour l'avoir. Mais ce procès-là, effectivement, va relancer le débat sur l'indépendance totale de la justice. À mon avis, ce qui s'est passé est suffisamment assez grave pour qu'on ne se taise pas sur le fonctionnement de la justice. Parce que quand on regarde un juge qui a lui-même son salaire coupé, seul, et qui refuse les objections, il ne donne même pas la parole aux avocats de l'État pour faire des objections. Parce qu'il sait à l'avance ce qu'ils vont dire. Ils vont le remettre en cause en disant « Vous-même, vous êtes impartial puisque vous êtes concerné par la coupure. » Bon, ça, la justice, comme on a toujours l'habitude de voir, c'est le contradictoire, c'est le débat. Et celui qui n'arrive pas à s'exprimer devant un juge, ce n'est pas un procès. Ce n'est pas un procès libre, ce n'est pas un procès équitable. Et là, effectivement, sur la forme, on a le sentiment qu'il y a une prise en otage du système judiciaire pour défendre un corps. Et bon, je n'irai pas comme Maître Kamel jusqu'à les comparer à des putschistes qui ont pris un appareil, les moyens de l'État pour leur fin personnelle, mais on n'est pas loin de ça. Et c'est quand même un peu gênant parce que pour tous ceux qui sont attachés à la séparation des pouvoirs, la justice est un pilier fondamental de la République, dans le fonctionnement de la démocratie. Si aujourd'hui, eux ils peuvent, comme dit Ouba, aujourd'hui même se réunir, faire un procès rapide, un dimanche, même l'autre ça a été quand même très rapide, même si c'est le référé. Mais demain, il faudrait bien que l'opinion leur exige aussi qu'ils fassent la même chose sur tous les dossiers qui vont arriver sur les tables. Sinon, on va trouver effectivement que la célérité avec laquelle ils ont traité ce dossier-là est très très suspect et partial. Et là, il ne faut pas que la crédibilité que les citoyens, le peu de crédibilité que les citoyens ont vis-à-vis des juges, c'est surtout des juges, il ne faut pas que cette crédibilité-là encore s'effrite davantage. C'est quand même grave parce qu'on risque de créer une société de justiciers et ce n'est pas bon. Voilà. Dieudonné Zoungrana,
Oui, je rebondis sur ce que Oba a dit. Bon, c'est connu hein, en justice. La forme tient le fond en l'état. Ça, c'est connu. Et deuxièmement aussi, le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs fait que, bon, les juges, c'est le troisième pouvoir. Est-ce qu'ils en usent? Certainement. Est-ce qu'ils en abusent? Bon, ça, c'est un peu la grande question. Mais quand on parle du principe que on ne peut pas être juge parti, ça c'est pas parce que c'est des magistrats. Là, je prends encore le contre-pied même dans le cas d'espèce. Je ne sais pas quelle formule il fallait trouver, parce que ceux qui ont fait ce procès, c'est eux-mêmes ils sont concernés. Donc c'est un principe sacré en justice. Il semble que le président du tribunal même fait partie de ceux dont on a poussé les salaires. C'est vraiment... Et la justice... C'est un peu comme chez les médecins, on déconseille souvent le médecin de soigner son propre enfant. La justice, c'est la clé de voûte de toute démocratie. Et on sait que quand il y a ce cas-là, pour qu'on parle, on récuse. Souvent, le justiciable peut récuser le juge parce qu'il est juge et parti. Donc ici, on ne peut pas transiger. C'est vrai que nos amis magistrats, bon, ils sont tout forts, et d'autant plus que tout le monde, tous les Burkinabés se sont battus pour l'indépendance de cette justice. Le CNT a déblayé le terrain et le pouvoir du MPP est venu mettre ça en pratique. Mais aujourd'hui, on sent souvent même vraiment je ne vais pas dire un petit vraiment affrontement entre l'exécutif et le judiciaire. Et à chaque fois, je ne parle même pas de ça, à chaque fois que l'État a été en justice, je ne sais pas ce qui se passe, l'État a toujours perdu. Et souvent, je me suis demandé, c'est les avocats qui ne sont pas bien, ou bien c'est l'État qui ficelle mal ses dossiers. On peut citer à l'envi beaucoup de dossiers où l'État est allé en justice, même pour de simples trucs, des DG qui ont été nommés par voie de concours. Et pour un rien, l'État les a licenciés ou renvoyés. Le gars, il est allé en justice et puis il a ramassé ses millions. Parce que, justement, il est allé par voie de concours, ce n'est pas une nomination. Donc, l'État ne peut pas le renvoyer comme ça, sans conséquence. Mais à l'époque, non, on a dit non, on l'attaque en justice parce qu'on a attaqué beaucoup. Il y a au moins 2 ou 3 DG comme ça de sociétés qui ont été nommés par voie d'appel d'offres. Oui, appel d'offres. Et on les a appel la candidature. Et on les a renvoyés, ils ont resté en justice. Donc, il y a ça. Mais moi, je pense que, et je ne savais pas, bon, là, je viens d'être informé qu'il y a une audience même qui se tient à c'est rarissime quand la même. même audience se tient à Bobo, à Boromo, voilà. Et c'est un dimanche. Bon, je ne sais pas si dans nos textes, est-ce que des actes posés le dimanche sont valables? Parce que souvent dans certains pays, comme ce n'est pas un jour ouvrable, mais peut-être là, j'avoue mon ignorance. S'ils le font, c'est que c'est valable. Mais effectivement, ça relance de fond en comble la question de l'indépendance de la justice. Et vous comprenez aussi souvent la colère noire des justiciables quand certains dossiers traînent et qu'on nous dit que c'est le dossier qui tient le juge et non le contraire. Bon, il faut que souvent aussi on admette que le juge tient aussi le dossier s'il le veut, parce que quand il est concerné, parce qu'ils sont concernés au premier chef, ils ont fait avec célérité. On aimerait que aussi pour d'autres dossiers, ça soit pareil. Sinon, après, on comprendra la colère noire de certains justiciables. Oui, Boukari Oba, le tribunal administratif a ordonné l'arrêt des coupures de salaire de ces magistrats pour faire de grève et une décision assortie d'une astreinte de 10 millions par jour. Donc, une chose est de rendre un verdict, une autre est de pouvoir travailler à l'appliquer. On se pose parfois la question, si l'État ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? Justement, ils veulent contraindre l'État à appliquer la décision aussitôt rendue. Et ils prennent toutes les mesures pour que justement la décision puisse entrer en vigueur dès qu'elle est rendue. Par exemple, à Koudou, le dossier a été jugé le 16. Et dès le 17, vous avez la décision rédigée d'une dizaine de pages. Vous, monsieur Kimbo, lorsque vous allez en justice et qu'on rend une décision en votre faveur, vous pouvez courir des mois et des mois
avant que la décision là ne soit rédigée. Mais parce que c'est une affaire entre magistrats, entre eux. À peine on a rendu la décision, on s'enferme dans un bureau et on rédige la décision. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, la contrainte ici de payer des astreintes, ça vise justement à empêcher tout simplement que des coupures ne soient positionnées sur le salaire d'avril. Et c'est ça qui fait que dans toutes les juridictions, pratiquement, ces audiences-là sont programmées. Gawa, ça va avoir lieu, Bobo, ça va avoir lieu, à Wayuria, partout, ces procès-là se tiendront. Et c'est dans un délai, ils ont commencé à saisir les tribunaux depuis le 15, et jusqu'à demain, tout va être vidé. Tout va être vidé. Et pour compléter, je crois qu'il y a eu un article, l'article 23, une loi, la loi 008, 2019 AN du 23 avril 2009, qui a trait justement à cette astreinte-là. Mais malgré ça, je pense qu'ils ont pu contourner ça et disent que la décision est exécutoire nonobstant toute voie de recours. C'est-à-dire que l'État a fait appel, mais leur décision n'est pas, cet appel n'est pas suspensif. Ça veut dire qu'on ne pourra pas couper les salaires du mois d'avril, même si par ailleurs l'État arrivait à faire valoir cet appel-là. Voilà. Donc, ils ont contourné même cet article 23 en disant que la décision est exécutoire nonobstant toute voie de recours. Bon, c'est des spécialistes. C'est un travail de professionnel. Ah, c'est un travail de professionnel. Voilà, et ça les concerne. Donc, ils ont agi en toute professionnel et ils ont cloué l'État au pilori. Soit. Mais on aimerait que pour tous les dossiers aussi, qu'il y ait la même rapidité. C'est ça vraiment qui enrage, quoi. Parce que c'est les autres qui n'ont pas vraiment cette voie-là de recours. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, bon, il faut aussi que, indépendance pour indépendance, ils sont tout puissants. Bon, il ne faut pas qu'on en arrive un jour à la République des juges. En France, il y a eu un moment où ça fait débat et ça a pollué l'atmosphère politique et tout. J'espère ici, ils sont très indépendants. Et ça d'ailleurs, ça a remis en cause la coupure, c'est la césure, la coupure nette entre le président et le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, on est d'accord ici. Nous, on a coupé ça. Voilà, on a coupé le cordon. Mais l'indépendance aussi, la liberté, comme on dit, l'indépendance, ça se manie aussi avec responsabilité, tout en tenant compte de l'existence des justiciables, parce que sinon, après, ça pose problème. Oui, Joachim Vokouma, dernier sujet de débat de presse aujourd'hui, Vital Kamerhe qui reste en prison et on attend toujours les preuves formelles de détournement de fonds qui l'a envoyé en garde à vue pour 2 semaines. Oui, c'est vrai que c'est quand même inédit. Bon, je connais un peu la RDC, ce qui se passe là, c'est quand même assez... Le directeur de cabinet du président, qui a quand même joué un rôle pour que Tshisekedi arrive au pouvoir, c'était son bras droit. On a vu toute la tambouille autour des élections, à l'issue du programme de 100 jours qui a été mis en œuvre, lui se retrouve enfermé parce que la gestion aurait été pas orthodoxe. Bon, c'est quand même inédit. Mais ce que je note, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas été limogé. C'est qu'il ne l'a pas limogé, il ne l'a pas suspendu. Et je ne pense pas qu'il va le faire. Les informations que j'ai eues disent qu'il ne va pas le faire. À lui de tirer éventuellement les conséquences en démissionnant de son poste. Mais je crois que cette semaine, il y a des auditions, il y a des témoins qui vont être appelés, ceux qui ont exécuté, les entreprises qui ont exécuté les marchés, ceux qui ont géré le processus de cession des marchés, vont être appelés, convoqués et puis confrontés à Vital Kamerhe. Et peut-être là, on verra un peu plus clair. Mais l'impact politique, évidemment, est énorme au sein de la majorité. Oui, puisqu'on parle même de l'alliance qui commence à s'effriter. Oui, à s'effriter parce que les partisans, évidemment, de Vital Kamerhe ne sont pas contents. Et on comprend leur colère. Et ils font aussi pression parce que c'est une alliance, on va dire, vitale. C'est-à-dire, si Vital n'est pas avec Tshisekedi, ça complique un peu plus la gestion du pouvoir et la stabilité de son pouvoir aussi. Oui.
Dieudonné Zoungrana. Oui, bon, c'est comme ce qu'on dit, nous l'appelle, c'est le clash dans le cash. Le cash, c'est le cap pour le changement. Le conglomérat qui a permis à Tshisekedi d'arriver au pouvoir, l'UNC de Kaméré et puis l'UDPS de Tshisekedi. Mais nous disons que c'est un lâchage. Maintenant, est-ce que, on se demande, est-ce que l'attelage bicéphale entre Kabila et puis Tshisekedi va tenir, parce que on sait que c'est Kabila qui est le président officiellement, mais le vrai président c'est Kabila voilà, Tshisekedi qui est le président officiellement, mais c'est Kabila qui tient la réalité du pouvoir, parce que sur 60 ministres, il en a 40 avec des ministères régaliens, que ce soit la chambre haute ou la chambre basse, Kabila a la majorité. Donc, je ne sais pas si d'ici 2023, là, ce cornac à deux têtes, là, est-ce que ça va tenir? D'autant plus qu'on parle même d'un deal dans le deal. Il y a le deal entre Kabila et Tshisekedi, mais il y a un deal aussi entre Kaméré et puis Tshisekedi qui voulait qu'en 2023, Tshisekedi fasse la passe à Kaméré. Or, Kabila, il veut jouer à la Poutine-Medvedev. Donc, on n'est pas encore, on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve les mois à venir, mais c'est sûr que l'attelage là commence à se craqueler. Oui, Boukari Oba. Oui, je pense que dans un dossier de corruption, de détournement, il y a rarement de la fumée sans feu. Et ici, il est bien possible que Vital Kamerhe soit coupable de quelque chose. Mais ce que je pense, ce n'est pas parce qu'il aurait détourné un franc qu'aujourd'hui il connaît le sort qu'on voit. C'est tout simplement le jeu de positionnement pour 2023, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a certainement ces accords secrets-là qui veulent qu'en 2023, Vital Kamerhe puisse être le candidat justement de cette coalition pour le changement. Et aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi il est prêt pour ça? Est-ce que Kabila il est prêt pour ça? Je crois que chacun est en train de jouer ses cartes. Et ce qui se passe au Congo, on l'a déjà vu ailleurs. On l'a vu au Niger avec Ama Amadou, qui était aussi dans une sorte de coalition. Banning Sambondu COVID-19 ayaba piudumu yaba wenga en courne ba andunu fa gilli sen senge ne décembre ci yum tusa yila pila way baga be mbontu coronavirus awram budi baga na kenre asinga da ne me wotone on wane fulfura san watamba maptile biya zulese actuellement vous male zulese baga antunu ko ne yam san nam pam tokre ne bada san na konsbeti si ko lo na kenre sen parike baga atun tunyo ko ne wotone san nam pam tokre ne wala runga san kenne kol koto